Le véhicule électrique dont j'ai pris le volant cette semaine est fabriqué en Allemagne à moins de 800 km d'ici et il vient d'être entièrement repensé. L'occasion d'en prendre le volant et de vérifier si ce modèle, qui reste toujours parmi les préférés des automobilistes actuellement à la recherche d'un véhicule électrique, eh bien s'il mérite toujours sa place sur le podium. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le grand essai électrisant du Tesla Model Y, revisité et amélioré. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Je vous ai laissé le choix, vous l'avez finalement en grande majorité réclamé. Le voici donc, le grand essai électrisant du Tesla Model Y dans sa version Juniper, la dernière évolution du Tesla Model Y, ici dans sa version la plus haut de gamme actuellement, en attendant une version performance, c'est-à-dire la version avec la grosse batterie, donc grande autonomie, 4 roues motrices. À l'extérieur, il a changé, à l'avant, à l'arrière, on verra ça dans un instant, à l'intérieur également, avec l'apparition de nouveaux matériaux, toujours plus cossus, c'est un point positif, et puis l'apparition de nouveaux équipements également, comme les sièges ventilés à l'avant ou encore un écran à l'arrière. On détaillera tout ça dans la suite. Alors, est-ce suffisant aujourd'hui, en 2025, pour affronter une concurrence toujours plus fournie, toujours plus féroce dans cette catégorie très prisée des SUV 100% électriques? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une demi-journée, mais bien pendant une semaine complète, ici dans mes trajets du quotidien. Alors, quelles sont ses qualités, mais également ses inévitables défauts? Eh bien, les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent dans cet essai. Allez, avant de démarrer cet essai, vous ne l'avez pas encore fait, petit rappel, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera la semaine prochaine, d'abord le premier trajet et puis ensuite le grand essai chez Alfa Romeo de l'Alfa Romeo Junior qui se vend particulièrement bien en ce moment. On essaiera de déterminer pourquoi durant ce grand essai et avant ça durant le premier trajet. D'autres essais sont confirmés pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a pas mal de modèles qui viennent de s'ajouter à la liste dans l'agenda. Donc si vous voulez la liste complète, eh bien ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. Visuellement, ce Model Y, c'est vrai qu'il a pas mal évolué, il a un peu grandi aussi, puisque sur cette version Juniper, eh bien, il gagne 4 cm en longueur. Au niveau de son inspiration, au niveau de sa ligne, il va clairement puiser son inspiration du côté du très grand frère, le Cybertruck, ou encore le Cybercab également, avec cette fameuse bande LED qu'on va retrouver ici à l'avant. Mais n'a-t-il pas perdu, justement, eh bien, un petit peu de sa personnalité? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Personnellement, je trouve ce restylage réussi, mais je peux pas m'empêcher de voir un Model Y déguisé, tant il semble évident qu'il veut surfer sur les tendances de ce qui marche aujourd'hui, notamment auprès de la clientèle chinoise. L'avant est donc très futuriste, avec ce bandeau LED qui lui donne une signature visuelle plus affirmée, les phares étant situés plus bas dans les boucliers, comme c'est là aussi la tendance actuellement. On va remarquer l'apparition d'une caméra à l'avant également, histoire d'apporter plus de précision dans les manœuvres, et puis à l'arrière, le bandeau LED n'est pas directement visible, il est caché ici en dessous et se reflète sur la partie grisé. Voyez ce que ça donne dans l'obscurité. Et vous, qu'en pensez-vous de ce Tesla Model Y ainsi revisité? Est-ce que cette ligne vous plaît? Est-ce que vous trouvez l'évolution heureuse ou pas d'un point de vue visuel? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sur le plan technique, avant l'arrivée d'une version performance qui viendra coiffer la gamme, eh bien 3 versions sont actuellement disponibles pour ce Tesla Model Y Juniper. On a en entrée de gamme la version propulsion qui propose un seul moteur électrique synchrone à aimant permanent, situé comme son nom l'indique à l'arrière, propulsion. En milieu de gamme, on a la version propulsion grande autonomie avec toujours le même moteur situé à l'arrière, mais une plus grosse batterie. Et puis cette version dont j'ai pris le volant cette semaine, la version actuellement la plus haut de gamme, à savoir
la version à 2 moteurs, un moteur électrique synchrone à aimant permanent toujours à l'arrière, mais également un moteur à induction à l'avant. C'est donc la version grande autonomie à transmission intégrale. Concernant la charge tractable, elle est de 1600 kg si la charge est freinée. Si la charge n'est pas freinée, ce sera évidemment la norme, 750 kg. Le crochet d'attelage est disponible en option. Enfin, concernant le poids, eh bien, il est entre 1900 kg et 2 tonnes en fonction des versions et des finitions. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui va alimenter le ou les moteurs électriques selon les versions du Tesla Model Y. En entrée de gamme, on aura une chimie un petit peu différente. Ce sera une chimie LFP, lithium fer phosphate, sur la version propulsion. Sur les 2 versions supérieures, les versions grande autonomie, eh bien là on aura une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Alors la version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, eh bien ce sera évidemment la version la plus légère en ayant la plus grosse batterie, c'est-à-dire la version intermédiaire, la version propulsion, un seul moteur, moins de puissance, moins de poids, mais grande autonomie, donc avec la plus grosse batterie, la batterie NMC. Avec cette version, vous pourrez espérer rouler 622 km sur une seule charge. Attention, on parle toujours de la théorie évidemment, selon la norme WLTP en cycle mixte. Pour recharger, on est chez Tesla, ça se passe donc à l'arrière du côté gauche avec une trappe qui est motorisée. Pour l'ouvrir, ça se passe par ici. Alors qu'est-ce qu'on découvre? Les 2 connecteurs habituels. En partie supérieure, le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien. Et au quotidien justement, eh bien pour préserver la batterie, le constructeur recommande de ne pas recharger à plus de 80%. Bien sûr, quand vous prévoyez de faire un long trajet, un trajet qui dépasse l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, eh bien vous pouvez recharger à 100% de manière ponctuelle. Alors sur le courant continu cette fois, la somme des 2 connecteurs, c'est le connecteur combo CCS. Là, le constructeur ne communique pas sur le 10-80%, il communique sur 267 km récupérés en 15 minutes. Tout ça n'est pas très clair, d'autant plus qu'il y a une petite astérisque et quand on va voir, eh bien on se rend compte que ces 267 km sont calculés à vitesse constante. Bref, tout ça n'est pas très transparent. Peut-être parce que les chiffres ne sont pas si bons que ça, en fait, certainement aujourd'hui en 2025. J'ai voulu donc le vérifier. Allez, on se rend tout de suite à un superchargeur. Me voilà arrivé au superchargeur de Wavre, avec, vous le voyez, 10% de capacité de batterie. J'avais sélectionné l'adresse via le système de navigation et donc la voiture a préconditionné la batterie. Elle m'indique qu'il y a 14 bornes qui sont disponibles. J'ai choisi évidemment, il y a des 150 et des 250 kW. J'ai choisi une borne 250 kW et elle me dit d'ailleurs quelles bornes sont hors service. Ça, c'est plutôt pas mal également. Allez, je branche et on voit combien de temps on prend pour remonter jusqu'à 80%. Voilà, c'est connecté. La voiture m'annonce qu'il reste 35 minutes pour récupérer 70% de capacité de batterie, 70% et atteindre donc 80%, qui est la limite que j'ai réglée ici à droite sur l'écran. Alors après 5 minutes, on est maintenant à 30%, mais la puissance de recharge, elle diminue déjà relativement fortement, puisqu'on n'est pas monté au-delà de 204 à peu près, alors que la voiture peut récupérer 250. Et là, on est déjà plus à 31% que à 157 kW. Donc c'est vrai qu'il y a 250, c'est bien de l'annoncer, mais il faut voir la courbe de recharge. En l'occurrence ici, elle n'est pas très favorable, ce qui va expliquer du coup un temps de recharge relativement long. Alors 35 minutes, c'est ce qu'elle m'annonçait au début. Ça nous ferait, puisqu'on a commencé à 16h57, ça nous ferait 17h32. Ici, elle annonce 30 minutes encore. Il est 17h03, donc ça ferait 17h33. Donc ça veut dire qu'elle allongerait encore un petit peu le temps de recharge. Jusque-là, ça s'annonce pas terrible. On est sur le dernier pourcent, 17h28, ça fait 31 minutes pour l'instant que la voiture est en train de charger. Et donc avec un petit peu de chance, ça va se terminer avant 35, ce qui était la durée estimée au démarrage. Il reste, d'après la voiture maintenant, 1 minute, donc on sera certainement sur du 29. Ça voudrait dire du coup 32 minutes pour atteindre 80%. Voilà, elle m'indique que la batterie est presque rechargée. Voilà, 80%, 17h29, la voiture a mis 32 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. 32 minutes, c'est vrai qu'aujourd'hui, face à un Xpeng G6 par exemple et sa technologie 800 volts, ça fait un petit peu long malheureusement. Alors si vous avez une version grande autonomie vous aussi, est-ce que vous êtes déjà arrivé à faire mieux que 32 minutes dans les mêmes conditions? N'hésitez pas à me le dire et à partager tout ça dans les commentaires. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge
recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. L'offre de Luminus, elle s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Et Luminus vous propose des bornes de recharge de dernière génération, histoire de profiter dans les meilleures conditions et au meilleur prix de votre nouvelle voiture électrique, et notamment si vous rechargez à la maison. Découvrez l'ensemble des offres proposées par Luminus en matière de mobilité électrique sur le site internet luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'arrière. Y a-t-il de la place? Je vous emmène à l'avant. On découvre ensemble le tableau de bord revisité de ce Model Y Juniper. Et puis, je vous emmène sur la route et je vous livrerai mes impressions après une semaine à son volant. Là, on va s'intéresser au volume de chargement. Ça a toujours été l'un des points forts du Tesla Model Y par rapport à la concurrence. Alors, l'ouverture, on a ici un haillon. C'est un des avantages par rapport à la Model 3 qui n'en dispose pas. L'ouverture, c'est soit via le petit bouton ici, motorisé évidemment, et même ouverture à l'approche carrément sur cette nouvelle version, cette version Juniper. Donc ouverture motorisée via le petit bouton, ou bien via l'écran d'infodivertissement, ou bien encore via l'application Tesla qui est de mieux en mieux. Alors elle était déjà très bien cette application, mais il y a pas mal de fonctions qui s'ajoutent régulièrement. Celle-ci est présente depuis un certain temps, mais c'est toujours sympa de pouvoir ouvrir son coffre, notamment si la voiture est à la maison mais pas vous. Vous dites attention, je vous ouvre le coffre au livreur, il dépose le colis dans le coffre, vous refermez le coffre et tout est sécurisé. C'est plutôt pas mal. Concernant le volume total, il est moins grand de 20 litres, en diminution de 20 litres par rapport à ce qu'il était avant le restylage. Alors ça reste gigantesque évidemment. Cela dit, attention, Tesla ne fait jamais comme tout le monde et contrairement aux autres constructeurs, eh bien Tesla ne communique pas sur la valeur jusqu'à la tablette, mais bien sur la valeur jusqu'au pavillon. Donc la réalité est un petit peu moins rose que ce que Tesla voudrait nous laisser croire, mais ça reste quand même un coffre qui est très vaste. Concernant la capacité totale, eh bien il faut ajouter le frunk évidemment, un frunk à la capacité très généreuse, c'est-à-dire 117 litres. Concernant les aspects pratiques à présent, eh bien on a cette tablette qui peut se replier. Vous pouvez la retirer également. On a également ce plancher qui est affleurant par rapport au seuil de chargement. Alors on n'a pas un seuil de chargement en plastique ni en métal. On a de la moquette jusqu'au joint ici sur le bord. On a deux alcôves, une à gauche, une à droite, qui sont extrêmement profondes. Elles sont vraiment très profondes. Et si on soulève le plancher du coffre qui est réglable en deux parties, eh bien on constate que là on a une baignoire carrément, une baignoire supplémentaire. C'est vraiment gigantesque. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis alors maintenant ce qu'on a sur cette nouvelle version, c'est la banquette arrière qui peut bien sûr se rabattre via des petits boutons, mais électriquement. Ça veut dire qu'elle peut se rabattre, mais également remonter de manière électrique. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on peut le dire, il soigne l'aspect ergonomie. Si vous êtes en famille, vous avez besoin d'un volume de chargement imposant parce que votre profession l'impose, par exemple, mais vous ne voulez pas rouler dans une camionnette, eh bien, ce Model Y pourrait tout à fait faire l'affaire. Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'avant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce Model Y revisité, c'est beaucoup plus cossu, vous verrez ça dans un instant. Avant ça, je suis installé ici à l'arrière, y est-on bien installé, y a-t-il de la place? Eh bien sans surprise, ça n'a pas changé, il y a toujours autant de place. Le siège avant est réglé pour mon 1m90 m, j'ai de la place à l'arrière pour les genoux, j'ai de la place pour les pieds que je peux très facilement glisser sous le siège avant. Ce sera le cas également pour le passager arrière, derrière le passager avant, et puis également pour le passager centrale arrière puisqu'il n'y a pas de tunnel de transmission. On est vraiment sur un plancher ultra plat. Alors évidemment, si vous êtes sur la place centrale, vous n'aurez pas droit au siège chauffant et vous serez un petit peu moins bien installé puisque vous aurez le dos contre l'accoudoir central avec le double porte-gobelet. Notez qu'on a ici une banquette qui est fractionnable 40-20-40. Alors on a cette partie-ci, là où je me trouve, ainsi que la partie centrale qui descendent en même temps de manière électrique, mais on peut décider d'abaisser cette partie centrale, voilà, pour transporter des objets longs et on garde deux places principales, de belles places à l'arrière et ça c'est vraiment très agréable. Concernant les équipements, on a bien sûr ce grand toit vitré équipé d'un filtre pour éviter de transformer la voiture en barbecue. On a également des poches aumônières rigides derrière les deux sièges avant et puis on a évidemment cette console centrale à l'avant qui se termine par ce nouvel écran de 8 pouces à l'arrière qui va
va permettre de commander pas mal de choses, la climatisation, la puissance de la climatisation, la température également, les sièges avec les sièges chauffants sur les deux places principales ici à l'arrière. On peut rabattre également la banquette arrière. Alors évidemment, là où je me trouve, la voiture sent que je suis là, donc la touche est inhibée, elle est grisée, mais je peux rabattre la partie de droite si je le souhaite, puisqu'il n'y a personne d'installé, et on a une petite cinématique particulière où le siège avant s'avance pour permettre à la banquette arrière de se rabattre, et ensuite le siège avant recule. On va le remettre dans sa position de départ, voilà qui est pas mal. On a également accès aux sources audio ici depuis la place arrière. On a également Netflix, Twitch, YouTube ou encore les tutoriels Tesla, et puis la partie jeux également avec pas mal de jeux disponibles. On peut connecter sans fil des casques ici à l'arrière, histoire que les enfants puissent profiter de leurs films, par exemple sur Netflix, sans déranger les passagers avant. C'est très bien. On a également possibilité de gérer le volume ici sur la partie de droite. Donc c'est vraiment très complet, très sympa d'avoir cet élément ici à l'arrière de la console centrale. Ensuite, un petit peu plus bas, deux prises USB-C. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah, encore un détail qui n'en est pas un. Là, vous voyez, je suis assis relativement droit, mais j'ai la possibilité d'incliner le siège, histoire d'être dans une position plus confortable, certainement sur un long trajet. Voilà, je pense que j'ai tout détaillé et c'est vraiment très complet. Ce modèle Y restylé à l'intérieur, je vous le disais dans ma vidéo premier trajet, il gagne encore en qualité perçue. On atteint maintenant vraiment un très bon niveau. Les matériaux offrent un rendu visuel et au toucher qui est très convaincant. On a par exemple ce tissu qu'on a ici derrière le volant, derrière l'écran central d'infodivertissement également, qui apporte de la chaleur à cet intérieur très épuré et qui peut donc apparaître très froid. On a aussi un bandeau LED d'éclairage intérieur à la couleur évidemment personnalisable. Il va d'une portière à l'autre en formant un arc de cercle au pied du pare-brise. C'est assez réussi. Beaucoup de surface moussée également, et puis vous le savez, pour moi c'est important, une absence de piano black, de plastique noir brillant, un matériau qui fait tout sauf chic. À part ça, ça reste un intérieur Tesla, et donc il faut adhérer au concept de minimalisme, c'est rien de le dire, avec une quasi-absence totale de boutons physiques qui peut dérouter, voire déranger. On s'y fait ou pas, à vous de voir. Concernant les finitions, je le disais déjà lors de mon dernier essai, on a atteint un bon niveau là aussi, à la hauteur de la concurrence, rien à dire sur ce point. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur coconifié, j'ai envie de dire, de plus en plus cocon? Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Place à la description du tableau de bord à présent, avant de parler du système d'infodivertissement. Bon, ça va aller très vite, je vous le disais, c'est très épuré. Sur la portière conducteur, on a en partie supérieure le bouton d'ouverture électrique de la portière. En partie intermédiaire, vitre électrique et poignée d'ouverture d'urgence, qui est maintenant bien identifiable via un pictogramme. Et puis en partie basse, un vide-poche assez grand et habillé de feutrine. Le volant, nouveau, très agréable à utiliser. Il est réglable électriquement en hauteur et en profondeur via l'écran d'infodivertissement. Il est également chauffant. On y retrouve deux roulettes multifonctions, ça on avait déjà, et puis des boutons également, ça c'est nouveau. Pour à gauche, l'appel de phare, les essuie-glaces, et via ces boutons aussi l'accès au menu essuie-glaces et au menu éclairage sur l'infodivertissement. Et puis à droite, des raccourcis vers les caméras et la commande vocale. Un commodo ensuite, un seul à gauche, celui des clignotants. À droite, pas de commodo, notamment pour le sélecteur de vitesse. Ça va se passer ici sur l'écran, on verra ça dans un instant. Sous l'écran, on retrouve une console centrale vraiment bien pensée, très pratique, avec deux emplacements de recharge par induction, un large vide-poche ensuite, protégé par un couvercle qui renferme une prise 12 volts, les inévitables porte-gobelets, et puis sous la coudoir centrale, là aussi un large vide-poche qui renferme une prise USB-C, la boîte à gants enfin qui s'ouvre via l'écran d'infodivertissement. Elle est de contenance plutôt réduite et abrite aussi une prise USB-A avec le stockage pour le mode Sentinelle. Voilà pour la description de l'intérieur de ce modèle Y. Alors on va tout de même s'intéresser aux caméras. Pour ça, je vais passer la marche arrière et on a droit à quoi? Eh bien, toujours pas à un système de caméra à 360 degrés. Alors on a ici, voilà, une vue extérieure 360 degrés, mais qui entre nous ne sert pas à grand chose. Moi j'aurais préféré une vue réelle à 360 degrés comme on retrouve sur pas mal de voitures aujourd'hui, mais non, les caméras elles servent uniquement à voir à gauche, à droite et à l'arrière ou bien à l'avant. Vous pouvez également avoir une vue avant en fonction de ce que vous allez sélectionner. Voilà, si je sélectionne ce bouton ici, la marche avant, et bien là j'ai la vue vers l'avant. Hop, si je repasse ici, j'ai la vue vers l'arrière, c'est tout. Dommage qu'on n'ait pas de vue à 360 degrés, sinon
pour ce qui est de la définition des caméras, elle par contre, elle est plutôt convaincante. Avant de prendre la route et que je vous livre mes conclusions après une semaine au volant de cette voiture, eh bien on va s'intéresser au système d'infodivertissement. Alors pour réveiller la voiture, vous vous installez au volant, pied sur le frein, avec soit le téléphone avec vous, le téléphone clé que vous aurez configuré, ou bien la petite carte de démarrage que vous posez sur le pad de recharge de gauche. Alors là, j'ai réglé la voiture pour qu'elle devine le sens dans lequel je veux aller. En l'occurrence ici, ce n'est pas le bon, puisque a priori, si j'ai envie de partir d'ici, je vais plutôt aller vers l'avant, c'est-à-dire voilà, partir ici à droite. J'ai rien à faire en marche arrière, puisque derrière moi, il y a juste une porte de garage. Donc en l'occurrence, elle s'est trompée, mais on en reparlera donc sur la route. On va remettre le P. Voilà, ça c'est l'écran par défaut avec possibilité assez rapidement d'ouvrir le port de recharge, voilà, d'ouvrir le coffre également, d'ouvrir le capot avant, le frunk. C'est disponible également ici très facilement à partir de cet écran de démarrage sur lequel vous avez la petite instruction également, comment faire pour démarrer. Mettez le pied sur le frein simplement. Et puis ici, un petit extrait de la carte, la zone dans laquelle vous vous trouvez. En dessous, des raccourcis rapides, navigation vers le domicile, vers le lieu de travail, c'est facile. Ici, un petit widget avec médias en cours de lecture. Ici, on a en l'occurrence les informations de conduite et ici, la pression des pneus. Ensuite, en partie inférieure, là, on a toujours accessible ce menu avec quelques accès directs ici, notamment vers Spotify, téléphone, la vue caméra, également les données de conduite ou encore les jeux. Et puis ici, on peut déployer le menu total et avoir d'autres accès directs, notamment des embuages avant-arrière, siège gauche, siège droit pour tout ce qui est chauffage et ventilation, volant chauffant, climatisation, essuie-glace, etc. Et puis tous les menus qu'on va retrouver ici en dessous. Hop, j'appuie sur la petite croix, ça redescend. Vous voyez, c'est extrêmement fluide. C'est vraiment très fluide. Ça fait vraiment plaisir. Ici, la climatisation que j'ai coupée histoire de pouvoir vous parler tranquillement. Le volume à droite, climatisation donc à gauche et à droite, deux zones ici à l'avant pour le conducteur et le passager. Et puis ici, le menu qu'on connaît évidemment chez Tesla, avec les contrôles sur la première partie ici, c'est là que vous allez pouvoir tout régler, la direction, les rétroviseurs, etc. Ensuite, dynamique, accélération, confort standard, décélération, réduit standard, j'en parlerai sur la route dans un instant. Mode anti-patinage, la direction, le rapport automatique, j'en parlais aussi, j'en reparlerai sur la route. La recharge, ici, vous voyez, il y a 10% là dans la batterie, elle est presque vide. L'autopilote ici, alors ça, j'y reviendrai, tout ce qui est autopilote, aide à la conduite, etc. Régulateur de vitesse adaptatif, conduite assistée, etc. J'en reparlerai sur la route dans un instant. Le verrouillage, les clés que vous pouvez configurer, votre téléphone également, les éclairages, les sièges avec un petit peu le menu qu'on retrouvait sur l'écran à l'arrière ici pour tout ce qui est chauffage des sièges, ventilation pour les sièges avant et puis le fait de rabattre les sièges arrière, vous pouvez le faire ici. Les affichages, sombres ou clairs. Personnellement, clair, je trouve ça un peu agressif. Donc pour moi, sombre, ça va très bien, certainement dans cet intérieur noir d'ailleurs. Les plannings, notamment pour le préconditionnement ou la recharge. La sécurité. On a par exemple ici le mode Sentinelle dont on a déjà parlé, les entretiens, mise à jour logiciel, navigation, trajet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est les menus qu'on connaît chez Tesla, vous voyez, c'est super fluide, c'est super sympa. Voilà pour ce qui est de la description du système d'infodivertissement, un système qu'on connaît vraiment bien maintenant, qui s'est encore amélioré. Cette semaine, justement, il y avait une mise à jour disponible. J'ai donc demandé à la voiture de lancer la mise à jour. Ça se fait très facilement, mise à jour OTA, over the air, c'est-à-dire sans devoir passer chez le concessionnaire comme c'était le cas auparavant avec les voitures qui n'étaient pas connectées. Voilà, on va simuler un trajet vers Marseille, évidemment. La voiture calcule, autant vous dire qu'on ne part pas dans les meilleures conditions puisqu'on part avec 10% de batterie et là c'est on ne peut plus clair. La voiture indique précisément ce qu'on va devoir faire comme arrêt. En l'occurrence, 5 arrêts ici sont prévus. Un premier extrêmement rapidement parce que je suis à 10%. Autant vous dire que si je partais avec 100%, je pourrais n'effectuer sans doute que 4 arrêts. 4 arrêts pour les 1000 et quelques kilomètres qui me séparent du sud de la France. Voilà, si j'appuie ici, je peux ajouter un arrêt, modifier le trajet, l'énergie à l'arrivée, je peux définir le paramètre. Les paramètres de navigation se trouvent ici. C'est super fluide, c'est super efficace. Voilà.
C'est vraiment super bien fait, c'est très agréable. Et ici, j'ai le détail du premier trajet, par exemple, jusqu'au premier superchargeur. Franchement, c'est vraiment très agréable. Et vous savez qu'avec cette voiture, et ça c'est l'un des gros points positifs, elle va jamais vous laisser de côté, vous n'allez jamais être perdu parce que vous avez un écosystème global, la voiture, l'application, le réseau de superchargeurs et vous arriverez toujours à bon port. Alors grâce au réseau de superchargeurs de Tesla, mais vous pouvez bien sûr vous recharger sur n'importe quel autre réseau. Ici, par exemple, je peux rappeler le trajet global. Vous pouvez même avoir la météo qui est disponible ici. Voilà la météo pour les prochaines heures avec une application météo qui est plutôt convaincante, vous le voyez. En l'occurrence ici, il va faire soleil. On ne va pas à Marseille, fin du trajet. On va plutôt aller faire un petit tour sur la route, histoire que je partage avec vous mes impressions après une semaine à son volant. Pour démarrer, pied sur le frein, dans la plupart des cas, vous n'aurez rien d'autre à faire, si ce n'est démarrer. La voiture va sélectionner elle-même D ou R en fonction des conditions. On l'a vu tout à l'heure en détaillant le système d'infodivertissement. Alors ça fonctionne globalement bien, même si on l'a vu là aussi, ce n'est pas infaillible dans des circonstances particulières un petit peu plus compliquées. Si vous décidez de le faire vous-même et de vous passer de cette fonction automatique, eh bien vous pourrez le faire soit via l'écran avec un petit slide, un petit glissement de doigt vers le haut ou vers le bas ici à gauche, ou bien via les commandes cachées dans le plafonnier. Dès les premiers tours de roue, on va retrouver ce feeling de conduite qui est très Tesla. C'est vif, c'est assez ferme, un peu kart en fait, tout ça dans un volume qui est assez important. Mais qu'en est-il du confort ? Eh bien, le confort, il passe notamment par les sièges. Les nouveaux sièges qui équipent ce modèle Y revisité, ils sont toujours à réglage électrique, toujours chauffant, aux 4 places principales et puis maintenant aussi ventilés à l'avant. Dans les deux cas, donc chauffant et ventilé, c'est sur 3 niveaux d'intensité. Tout ça se commande via le côté du siège pour ce qui est de la position et via l'écran pour ce qui est des fonctions de chauffage et de ventilation. Rien à dire, ça fonctionne. Le maintien, il est très correct, le maintien latéral. Globalement, ces sièges, ils offrent un bon niveau de confort. Ce modèle Y, franchement, sur ce point, il prend soin de ses occupants. C'est vraiment très bien. Les fonctions de chauffage et de ventilation des sièges à l'avant, comme sur les 2 places principales à l'arrière, pour ce qui est du chauffage, sont aussi activables et réglables sur 3 niveaux via l'application Tesla. Et l'écran à l'arrière aussi permet d'agir sur les sièges arrière, le chauffage des sièges arrière, leur position, etc. Donc c'est vraiment la totale en termes d'ergonomie, de confort dans cette voiture. C'est vraiment sympa que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors toujours pas de volant capacitif sur ce modèle Y restylé, c'est dommage parce que même si globalement en ayant les mains sur le volant, la voiture va moins vous rappeler à l'ordre parce qu'elle croit que vous ne les avez pas, dans cette voiture par rapport à d'autres voitures qui ne sont pas non plus équipées d'un volant capacitif, elle va quand même le faire. Elle va le faire de temps en temps, surtout dans l'obscurité d'ailleurs, c'est ce que j'ai noté cette semaine. Si le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne plutôt bien, avec des réactions qui sont assez douces, j'ai quand même eu droit à quelques freinages fantômes durant cette semaine d'essai, c'est-à-dire la voiture qui, alors qu'elle est sur l'autoroute, va freiner brutalement parce qu'il y a, selon elle, un obstacle alors qu'il n'y a rien. C'est franchement déroutant, désagréable pour le conducteur, pour les passagers et puis aussi et surtout et même un peu dangereux pour celles et ceux qui vous suivent. Concernant la conduite assistée, l'autopilote, cet exemplaire d'essai est équipé de la totale, c'est-à-dire la capacité de conduite entièrement autonome. C'est une option qui n'est pas donnée d'ailleurs, mais comme je l'ai déjà dit lors d'essais précédents chez Tesla, tout ça ne sert pas à grand-chose chez nous en Europe tant que la conduite réellement autonome ne sera pas autorisée, et c'est pas de mal à veille. Alors à quoi bon par exemple afficher les feux de signalisation, le rouge, le vert sur l'écran central si la voiture de toute façon ne peut pas s'y conformer toute seule, histoire de rester en phase avec la législation. Le dépassement assisté, lui, sert pas à grand chose non plus, puisqu'il faut garder les mains sur le volant et que parfois il se bat un peu avec l'alerte de franchissement de ligne qui elle vous renvoie violemment sur la voie d'origine. C'est pas génial. Et puis en plus, comme vous devez garder les mains sur le volant, si vous agissez un peu trop sur la direction, ça déconnecte le système, c'est pas top. Bref, j'ai pas été vraiment convaincu par les assistances, ces assistances-là en particulier. Je trouve que d'autres font beaucoup mieux, beaucoup plus agréable, plus intuitif. On n'a pas non plus de vue à 360 degrés dans cette voiture, on l'a vu, alors que d'autres proposent une vue à 360 degrés avec une vue simulée par transparence en dessous de la voiture, qui peut être super pratique dans certaines circonstances. Quand vous devez vous stationner sur des bandes de dalles engazonnées, par exemple, ça peut être vraiment sympa. Ici, rien de tout ça malheureusement, et ça n'a pas l'air de vouloir venir.
Le modèle Y, il pèse un peu moins de 2 tonnes, on l'a dit. Alors c'est pas léger, mais c'est pas non plus le plus lourd de sa catégorie, loin de là. Les relances dynamiques aident à faire oublier le poids. Comme avec la Model 3 Highland, donc la Model 3 de dernière génération, les suspensions ont été revues, le confort a été amélioré, mais comme on vient de très très loin, c'est-à-dire de très très ferme, eh bien les améliorations n'ont pas doté le nouveau modèle Y du confort d'une Mercedes classe S, bien loin de là. Disons que c'est maintenant raisonnablement ferme, c'est-à-dire suffisamment ferme pour permettre un comportement routier qui est convaincant en conduite dynamique, rassurant aussi, tout en restant suffisamment confortable pour le quotidien. Le compromis, il est donc bon, mais si vous cherchez le SUV le plus confortable, ce ne sera pas lui. Le confort acoustique, il s'est amélioré une fois de plus dans ce modèle Y. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont globalement bien maîtrisés, mieux maîtrisés. Alors certainement sur les revêtements en bon état, sur les revêtements en plus granuleux, sans surprise, les bruits de roulement se feront plus présents, mais sans que ça ne soit vraiment gênant. L'installation sonore présente dans cette version se compose de 15 haut-parleurs et d'un caisson de basse, parce que c'est la version supérieure, la version grande autonomie à 4 roues motrices, transmission intégrale. Ce sera 9 haut-parleurs sur les versions inférieures, et comme toujours chez Tesla, le rendu il est très convaincant. Outre la radio, vous avez accès à des services tiers, ils sont nombreux: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal, tout ça très facilement depuis des petites icônes sur l'écran d'infodivertissement. Franchement, c'est top. Le seul petit bémol, c'est l'affichage qui s'en mêle parfois un petit peu les pinceaux quand vous changez de station de radio. Vous avez le son de l'une et le logo de l'autre, mais bon, rien de bien grave. Le diamètre de braquage, c'est pas vraiment le point le plus positif sur un modèle Y, on le sait, ça n'a pas changé, il est toujours de 12,1 mètres. La maniabilité est donc toujours un des points faibles du modèle Y, qui demandera toujours davantage d'efforts dans les espaces exigus, dans les parkings. Alors une fois habitué, c'est clairement pas si grave au quotidien, mais si on compare sa maniabilité avec celle de SUV équivalent au sein du groupe Volkswagen sur la plateforme MEB, qui en propulsion demande près de 2 mètres de moins pour réaliser un demi-tour, la différence en termes de maniabilité, elle est quand même assez importante. Alors, il faut le savoir, c'est tout. Rien de rédhibitoire, cela dit, comme je l'ai dit, on s'y fait. La conduite à une pédale, elle est décidément un vrai régal dans ce modèle Y. C'est super bien calibré, ça va évidemment jusqu'à l'arrêt complet, c'est très intuitif. C'est clairement l'un des meilleurs systèmes de conduite à une pédale disponible actuellement sur le marché, très proche en fait de ce qu'on va retrouver sur une Polestar 2 que je connais bien en termes de sensation de ralentissement, sur un Volvo EX40 également. Rien à dire, franchement c'est top. Si vous avez un peu de mal à vous faire à la conduite à une pédale et que vous préférez un ralentissement moins prononcé quand vous levez le pied de l'accélérateur, eh bien c'est possible également. Dans ce cas-là, vous optez pour le réglage réduit dans le menu décélération au lieu du réglage normal. Chacun devrait donc pouvoir y trouver son compte. Les phares, ils sont adaptatifs sur le modèle Y, c'était déjà le cas sur la version précédemment essayée. Phare adaptatif, le principe c'est que la voiture gère tout toute seule, l'allumage, l'extinction évidemment, mais également le fait d'allumer les feux de route, c'est-à-dire les pleins phares dans les zones qui sont mal ou pas éclairées, tout en coupant une partie du faisceau lumineux quand c'est nécessaire pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez, alors que les bas-côtés, eux, restent parfaitement éclairés en permanence. C'est très confortable, c'est un vrai plus pour la sécurité. Cela dit, petit bémol cette semaine, ça a fonctionné, je dirais 9 fois sur 10 correctement, mais j'ai quand même eu de temps en temps des appels de phare réprobateurs de personnes qui venaient en sens inverse parce que la voiture n'a pas adapté l'éclairage assez rapidement. Autrement dit, elle n'a pas éteint la partie du faisceau qui correspondait à ces personnes qui roulaient vers moi assez rapidement. C'est dommage. Une fois cette semaine, elle a même franchement tardé à adapter l'éclairage par rapport à quelqu'un que je suivais. J'ai dû m'en rapprocher très très près avant qu'elle ne réagisse. Là aussi, c'était trop tard et le conducteur de l'autre voiture était pas très content, ce que je peux comprendre. Il y a donc encore un peu de travail de fine-tuning de ce côté-là, monsieur Tesla. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est jusqu'à 586 km en cycle mixte norme WLTP avec cette version à 4 roues motrices équipée de la plus grosse batterie. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine, il a fait entre 6 tôt le matin et 20 degrés dans l'après-midi. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui donne
indoor dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Alors en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 17,5 kWh au 100. C'est une valeur qui doit me permettre, dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine, eh bien de rouler environ 400 km réels sur une seule charge. En évitant les autoroutes, on pourra encore faire baisser cette moyenne et tendre vers les 450 km réels, voire un peu plus. Franchement, c'est très confortable. Et puis on peut aussi compter sur le réseau de superchargeurs avec lequel la voiture interagit pour ne jamais vous laisser en rade sur le côté de la route. Franchement, c'est vraiment bien fait. On a un système complet, un écosystème complet dont je vous parlais tout à l'heure. C'est très bien fait, il faut le reconnaître. La voiture, votre smartphone et le réseau de superchargeurs, tout ça fonctionne de manière très fluide et donc vous n'êtes jamais perdu. C'est bien ça qui compte, et certainement si vous passez à la voiture électrique et que vous avez forcément un petit peu peur de ne pas vous y retrouver. Allez, à présent, on va s'intéresser au prix de ce Tesla Model Y Juniper. Voici les prix pour la Belgique, la France et la Suisse. La version que vous avez sous les yeux, ce modèle d'essai, est donc une version grande autonomie à transmission intégrale. Prix de départ en Belgique, 53 990 €, 53 990 €. Les options qui sont présentes sur cette voiture d'essai sont la peinture métallisée, le gris Stealth, qui est facturé donc en option. On a également la capacité de conduite entièrement autonome. Alors des jantes optionnelles de 20 pouces sont également disponibles en option pour remplacer les jantes de 19 pouces de série que vous voyez sur cette voiture d'essai. Mais attention, cela va inévitablement dégrader l'efficience et donc l'autonomie. Autre option disponible, le crochet d'attelage ou encore l'intérieur blanc. Prix total de cette voiture d'essai, 62 790 €, 62 790 €. Surfez sur tesla.com, choisissez bien votre pays, configurez votre modèle Y idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers, avec dans les deux cas, eh bien, deux avantages principaux. Le premier, c'est que tout est compris. Dans le loyer que vous payez mensuellement du premier au dernier mois, qui est toujours le même, eh bien, vous avez la mise à disposition de la voiture, mais également l'assurance, les taxes, les entretiens, les changements de pneus, etc. Il n'y a pas de surprise. Et puis le deuxième avantage, eh bien, c'est que la valeur résiduelle, c'est-à-dire combien vaudra la voiture à la fin du contrat, vous n'avez pas à vous en soucier. Ce n'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture, c'est la société de leasing. Pour ces deux bonnes raisons et toutes les autres, rendez-vous sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre, ça n'engage à rien. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien si c'est le cas, surfez sur Autoscout24, le site internet, la plateforme numéro 1 en Europe concernant la vente de véhicules en ligne. Sur Autoscout24, eh bien plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement, et quand je dis qu'elles vous attendent, eh bien elles sont disponibles évidemment tout de suite. Alors en fonction des critères que vous allez rentrer dans le module de recherche, eh bien vous recevrez en retour une sélection de voitures qui correspondent le plus précisément possible à ces critères, et parmi ces voitures, eh bien, il y aura peut-être votre prochaine voiture, je vous le souhaite en tout cas. De la même manière, vous allez pouvoir faire reprendre votre véhicule actuel, vous rentrez ces caractéristiques dans le petit formulaire, et bien en retour, vous recevrez une offre de reprise. Autoscout24, c'est également une application, l'application Autoscout24, que vous avez donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, disponible au creux de la main ou dans votre poche, avec le même moteur de recherche, la même puissance de recherche que sur le site internet, histoire de trouver tout aussi facilement votre prochaine voiture. Et puis sur le site internet d'Autoscout24, il y a maintenant une section qui est entièrement dédiée à la voiture électrique, avec un calculateur d'autonomie et un calculateur de temps de recharge, histoire de vous rassurer ou de vous familiariser avec la conduite en 100% électrique. Pour toutes ces bonnes raisons, surfez sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Alors sans aucun doute, le Model Y reste une voiture très efficiente, très logeable, mais est-ce aujourd'hui toujours la référence incontournable en 2025? Eh bien, sans doute pas. D'autres proposent en effet des prestations qui, à tout le moins, sont comparables, voire supérieures à celles de ce Model Y sur pas mal de points. Certaines concurrentes rechargent plus vite, je pense au Xpeng G6, proposent une conduite assistée plus intuitive, et pour ceux qui préfèrent un intérieur plus traditionnel, dans lequel l'écran central d'infodivertissement n'est pas le seul maître à bord. Reste qu'au tarif auquel il est proposé, eh bien ce Tesla Model Y propose toujours un rapport prix-prestation très intéressant qui saura séduire évidemment les fans de l'esprit Tesla.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, le premier trajet et ensuite le grand essai chez Alfa Romeo de l'Alfa Romeo Junior qui cartonne. D'autres grands essais arrivent durant les prochaines semaines. On ira chez BYD par exemple avec le concurrent de ce Tesla Model Y, ce sera le BYD Sea Lion 7. On ira chez Fiat avec la Grande Panda qui est la cousine technique, vous le savez, de la Citroën IC3, mais avec ce petit plus signé Fiat. On verra ce que ça donne dans la vraie vie. Chez Zeekr, alors on a essayé le Zeekr X, véhicule compact. Vous avez adoré cet essai, j'ai adoré ce véhicule d'ailleurs. Eh bien, on essaiera cette fois, et vous l'avez réclamé, la Zeekr 001, sorte de break de chasse qui fait un peu penser à du Porsche. C'est assez sympa. Et puis on restera chez Zeekr avec la semaine suivante un véhicule qui pourrait m'intéresser pour remplacer ma Polestar 2 qui va s'en aller dans quelques jours. Il s'agit du SUV Zeekr 7X. Chez Hongqi, on se souvient du EHS 9. Et bien là, ce sera la berline, la EH7. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Chez Smart, ils sont en train de pointer le bout de leur capot. Il s'agit des Smart Hashtag 5. Il sera bientôt à l'essai sur Charging Station. Et puis alors, au rayon des SUV compacts, là aussi, il y a pas mal de concurrence. On a déjà essayé par exemple le Kia EV3. Tout récemment, le Skoda Elroq. Eh bien, il y en aura bientôt un de plus avec chez BYD le Atto 2. On verra quelles sont ses qualités et ses défauts comme dans chaque essai. Eh bien, dans quelques semaines sur Charging Station. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qui est confirmé à l'heure actuelle. Ça fait un joli programme pour les prochaines semaines. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien, mettez un petit pouce, partagez cette vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne et ça fait bien plaisir, évidemment. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt!